va recevoir pas mal de récompenses. Et donc, effectivement, voilà, donc le sujet s'est un petit peu imposé, ça a mis quelques années. Et finalement, il faut dire aussi que le centre... Alors, je parle un peu du CNC qui nous accompagne, qui, au départ, était effectivement pas très au point sur la question, même si des choses étaient faites... Alors, pas que... Enfin, il y a plein d'organismes qui existent, mais qui étaient plus pour, effectivement, l'adaptation des salles de cinéma, l'accessibilité aux œuvres. Ça, il y a des choses qui sont faites depuis plusieurs années, de plus en plus, et qui continuent à être faites, bien sûr. Mais ça ne nous a pas attendu, ça, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'après, la question de comment insérer comment est-ce que des personnes en situation de handicap qui seraient talentueuses, qui seraient jeunes ou moins jeunes, mais on pense à des jeunes éventuellement qui veulent se former, et c'est vrai comment est-ce qu'elles peuvent rentrer dans ces métiers qui sont très élitistes, qui sont difficiles pour tout le monde, parce que même si on n'a pas de handicap, c'est très compliqué de devenir un comédien ou un réalisateur ou un scénariste. Mais c'est encore bien plus compliqué pour une personne en situation de handicap qui, en plus, a des problèmes quotidiens de santé. Alors, ça dépend des handicaps. Il y a chaque handicapé a son cas a son propre cas et qui n'est pas comparable à celui du voisin. Hein, c'est très... Mais en gros, bon, ça fait des difficultés quotidiennes. Et puis, les entourages, évidemment, que ce soit les entourages amicaux, les proches ou les formateurs, découragent les personnes en situation de handicap de se lancer dans des carrières comme des carrières artistiques, que ce soit la chanson, le cinéma, parce que c'est des métiers difficiles. Voilà, et on se dit... ça va être encore, pour lui, ça va être encore plus difficile. Donc il y a une autocensure. On déconseille à ces personnes de se lancer là-dedans, et les personnes elles-mêmes, en plus, faute d'avoir forcément peut-être des exemples et peut-être d'avoir suffisamment de vedettes en situation de handicap, de gens connus. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup de gens à qui s'identifier. Donc on se décourage, on se dit c'est pas pour moi. Je vais déjà aller au cinéma, ce sera déjà bien, puis je ferai un métier autrement. Et c'est des carrières ça peut être des talents contrariés, des carrières gâchées, alors une petite aide, un petit quelque chose en plus, un petit encouragement pourrait déclencher une carrière. Et c'est pour ça que donc, nous, on existe. Alors, je vais m'arrêter là, mais on peut développer. Bien sûr, on a plein d'objectifs. Je rappelle que tout à l'heure, à 16h, il y a un forum où vous serez présents. Je donnerai le nom des autres. Il y a 8 acteurs du champ du cinéma, de l'audiovisuel en lien avec le sujet du handicap qui seront présents, et vous pourrez aller vraiment échanger en direct avec eux, et donc les personnes pourront venir vous parler. Julien, je vais passer la parole à Anne-Sophie et je reviendrai à vous un petit peu plus tard. Donc Anne-Sophie, on a compris, vous avez fait la Fémis en particulier, vous avez fait des documentaires, des fictions. Je ne vais pas donner tout le détail de tout ce que vous aussi vous avez fait, mais ce qui est sûr, c'est que déjà votre projet de fin de la Fémis, en fait, a été primé, je crois, à Clermont-Ferrand notamment. Le micro... Merci. Pas Clermont, mais ouais, il a eu des prix, il a bien circulé, il a eu une belle carrière de cours, quoi, on va dire. Exactement. Et ensuite, vous avez aussi coécrit plusieurs scénarios, dont Le procès du chien, qui lui aussi a remporté des prix. Et là, donc votre dernier bébé en date, Mon inséparable, avec Laure Calamy, qui en fait met en scène, c'est la maman d'un jeune homme en situation de handicap, travaillant dans un milieu protégé, qui en fait s'aperçoit que son amie, qui est elle aussi en situation de handicap, est enceinte. Et il y a tout ce sujet qui est aussi un de vos dadas, hein, les histoires de famille, la parentalité. Ouais, le lien filial. Exactement. Qu'est-ce qu'on transmet génétiquement, mais pas que génétiquement. Ouais. Hyper intéressant. Et avec dedans ces deux personnages et l'excellence Laure Calamy qui joue la maman face à cette situation. Avant d'arriver un peu plus sur l'écriture du scénario de Mon inséparable, je voudrais vous demander, en fait, je crois que vous avez été sensibilisé à la question du handicap assez tôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, la base du film vient effectivement d'une rencontre que j'ai faite adolescente. Moi, je viens d'une famille de soignants. Et il se trouve que ma maman, qui est infirmière, travaillait dans une maison de retraite. Dans laquelle moi j'ai bossé plusieurs étés pour me faire des sous, hein, concrètement. Et dans cette maison de retraite, j'ai rencontré 2 femmes qui m'ont beaucoup marquée, qui étaient une mère et sa fille. La maman était octogénaire et sa fille avait une 60aine d'années. Et en fait, ces 2 femmes avaient toujours vécu collées parce que la fille, qui s'appelait Yolande, avait ce qu'on appellerait un retard intellectuel. Et que, en fait, au fil des ans, voilà, il n'y avait pas eu d'institutionnalisation. Elle n'était pas partie en foyer, elle était restée avec sa maman.
Et quand la maman avait eu besoin d'aide, il n'y avait pas eu d'autre solution trouvée que de les accueillir toutes les deux dans une institution ensemble. Et c'était très bizarre pour Yolande parce que c'était une femme de 60 ans qui allait très bien physiquement, qui allait d'ailleurs très bien mentalement. C'est juste qu'elle avait des endroits de... Des besoins... parce qu'elle devenait petit à petit dépendante, c'est ça ? Non, même pas. Non. Son handicap était resté relativement stable, je crois. De ce que moi je sais, c'est juste qu'elle avait ce qu'on appelle un retard intellectuel, c'est-à-dire concrètement un QI qui est plus bas que la moyenne. Mais peut-être qu'on y reviendra, mais moi travailler avec des gens dits en retard intellectuellement, ça me fait vraiment... C'est une réflexion qui était en route chez moi, mais qui a pris son envol de façon exponentielle avec le film. Je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Et bien malin celui qui m'expliquera. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de types d'intelligence. C'est intéressant, et on va venir tout de suite au scénario. Ce que vous dites est très intéressant parce que vous êtes en train de parler de quelque chose de plus global qui veut ranger les gens dans des cases. Et Julien, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Et quand on n'est pas dans les cases que la société a définies, eh bien, il y a un problème. Et là, c'est horrible. Je suis d'accord avec vous. Je serai votre porte-parole. Donc, comme vous n'avez pas de micro, mais sachez que je ne vous ai pas donné le timing. On va encore parler entre nous jusqu'à 15h, 15h05 à peu près. Et après, vous aurez un micro pour poser aussi vos questions. Mais n'hésitez pas, moi j'aime bien quand les gens réagissent. C'est vrai qu'il y a la double peine des femmes en situation de handicap. C'est vrai qu'il y a ça, il y a des gens qui essayent d'avancer aussi sur ce sujet. Donc revenons au scénario, puisque c'est aussi notre cas d'école aujourd'hui. Je pense pour vous, Anne-Sophie, que du coup, prendre le sujet du handicap, ça, c'est même arrivé avant votre scénario en fait. Alors, pour moi, le handicap est un thème important du film. Il y a 2 personnages très importants qui sont en situation de handicap dans le film. Et ça pose des enjeux qui sont spécifiques au handicap. Mais pour moi, le sujet du film, c'est le lien filial. Bien sûr. Et en fait, ce que permet le handicap dans le cas de cette histoire-là, c'est finalement de mettre en exergue des choses, des sentiments paradoxaux qu'on vit tous, mais qui sont grossis par la problématique du handicap, par la problématique d'une dépendance et tout ça. Donc, moi, je dirais pas que j'ai fait un film sur le handicap. Par contre, j'ai fait un film où le handicap est très important, qui a été fortement documenté parce que c'était important aussi pour moi que ça le soit. Que ce soit très juste. Et c'est ça aussi, je veux dire, à partir du moment, effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est vrai que votre film, il y a du handicap dans votre film, comme il y a tout un tas d'autres personnages. Et c'est bien ça, je voulais aussi, moi, parce qu'au départ, je devais être aussi intervenante dans cette table ronde, donc j'avais préparé quelques petits éléments. Il y a notamment le guide de l'écran d'après, que vous connaissez peut-être, vous, en tant que professionnel, qui aide à s'interroger sur la façon qu'on a quand on fait des films, des séries, d'être inclusif ou d'être respectueux du climat, d'ailleurs. Il y a vraiment toutes les parties qui concernent ce qu'on appelle en anglais sustainability, en fait, toute la partie développement durable. Et il y a 2 façons de dire on a du handicap dans un film. Soit on veut attirer l'attention sur une problématique, et là, on fait du handicap son sujet. Soit on fait comme vous avez fait, un film dont une partie concerne des personnages qui vivent avec un handicap, et ça fait complètement partie du scénario, en fait. Et donc, revenons à ce travail de scénario. Comme vous disiez, très documenté, pour être juste et pas stéréotypé, pas à côté de la plaque, c'est ça ? Absolument. Et aussi, à la fois très documenté, et dans le même temps, ces personnages qui s'appellent Joël et Océane, il n'était pas question de les réduire à leur handicap. Les gens ne sont pas que des handicaps. Enfin, je veux dire, évidemment, ça fait partie de ce qui les définit dans le film singulièrement. Mais il y a aussi des personnalités. Il y a aussi... moi, je suis toujours très surprise
avec les gens en situation de handicap avec qui je travaille, cognitif ou intellectuel, de pas toujours savoir exactement si une réponse étonnante est due à leur handicap ou à leur personnalité. Enfin, et d'ailleurs, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, ça se trouve, on ne le saura jamais. En fait. Bah, bien sûr. Donc, il y avait aussi un travail pour moi qui était très important à ne pas essentialiser ces personnages, ne pas en faire juste leur handicap. Donc c'était un mélange de documentation. C'est vrai, moi j'ai travaillé en ESAT en même temps que j'écrivais le film. Mais aussi de les entraîner dans tout ce que la fiction a de pouvoir et de ne pas les réduire à une pathologie ou une singularité, quoi. Bien sûr. Avant d'aller vers Vincent, Julien, j'aimerais vous faire réagir à ce que vient de dire Anne-Sophie, si vous êtes d'accord. Elle a dit « je ne veux pas essentialiser ». Comment ça vous fait réagir par rapport donc au rôle de personnes en situation de handicap? Revenons aussi à l'écriture et revenons à peut-être quand même ce sujet qui consiste à dire est-ce que des rôles de personnes en situation de handicap doivent être joués par des personnes en situation de handicap ou pas. Je sais qu'on pourrait encore faire une table ronde de 3 heures là-dessus. Si vous pouvez faire court, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas y penser quand je vous entends, Anne-Sophie. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se résume pas à un handicap, ça c'est évident. Aussi bien dans la vie, et aussi bien dans un film, un personnage n'est pas... ou alors c'est dommage, ou alors c'est un personnage très secondaire, éventuellement, qui vient juste pour un élément dramatique, mais sinon, un personnage principal ne peut pas se résumer à... Sinon, c'est un film nul, quoi. Bon. Donc, effectivement, dans ton film, il y a des vrais personnages. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Les gens peuvent s'identifier aussi à des personnages s'ils se retrouvent, handicap ou pas. Mais si c'est un handicap ambulant, personne dans la salle de cinéma va se retrouver là-dedans. Donc, bien sûr que c'est des vrais personnages. Alors après, la question, ce qui est terrible avec le sujet du handicap et de l'inclusion, c'est qu'on peut faire des heures de débat. Il y a beaucoup de tiroirs. Et surtout avec des gens comme moi, qui ont une pensée un peu à tiroir et qui vont développer un argument, puis après un autre qui complète. Vous voulez que je vous donne Ce que je peux faire, c'est vous donner une fiche. Comme ça, vous notez toutes les idées. Non, mais je vais vous répondre pour l'année prochaine, on a déjà des sujets de conférence. On fait ça. Je vais intervenir encore plein de fois dans l'année. Non, mais je vais quand même... Voilà la fiche, je vais chercher un stylo. Merci. Ah oui, parce que son stylo, là, il va falloir que je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas le don d'écrire sans tu peux... Non. Ça, c'est un don que je n'ai pas. J'ai des dons quand même, attention. C'est vrai. Des dons surnaturels. J'adore. Des super pouvoirs. D'où l'envie de faire des films sur ce sujet-là. Bien sûr. Mais la question de savoir, c'est vrai que moi j'ai une position nuancée, je vais quand même répondre en 2 secondes. J'ai une position un peu nuancée qui n'est pas forcément celle de tout le monde, même dans mon association, sur est-ce que c'est un scandale ou pas de mettre pour parler simplement, pour mettre un acteur valide dans un rôle de personnage handicapé, pour parler simplement. Est-ce que c'est un scandale ou pas? Alors moi je pense que c'est pas forcément un scandale, je pense quand même que le cinéma, il y a quand même un aspect artistique, il y a quand même un réalisateur a quand même le pouvoir de décider qui il a envie de mettre dans un personnage. Après il y a des questions financières aussi, des questions commerciales, savoir qui est-ce qui est une vedette ou pas, etc. Voilà pourquoi il nous faut plus de personnes handicapées à l'écran, comme ça il y aura des gens qui seront des vedettes et qui seront bankable. Exactement. Mais donc d'un point de vue artistique, moi ça me choque pas qu'un acteur... J'ai une amie qui s'appelle Margot Bonhomme, qui a fait un film qui s'appelle Marche ou crève. Ça Marche ou crève, avec un personnage en situation de handicap qui est touchant, etc. Et au final, j'ai appris que c'était une actrice complètement valide, qui a fait un travail incroyable, et elle s'est mise dans ce personnage pendant 1 an, etc. Et c'est formidable son travail. Donc il n'y a aucune raison. De la même façon qu'on peut, je sais pas, mais de la même façon qu'on pourrait faire appel à une personne un acteur, actrice en situation de handicap invisible pour jouer un rôle où il n'y a pas n'importe lequel. En fait, un acteur, il se transforme. Intéressant. Mais invisible ou pas? Posez ça. Oui. C'est ça. C'est vrai, pardon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Ah non, c'est pas un gros mot, mais c'est juste que... Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Oui. Alors, Non, oh là là, il y a encore plein de questions qui me viennent. Il y a plein de questions découlent de ça. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut que les cinéastes aient une approche globale d'inclusivité. Ça va être une préoccupation, enfin, morale, c'est peut-être pas le mot, mais citoyenne. C'est-à-dire que je pense que... Politique aussi, c'est une prise de conscience. Un scénariste, un producteur ou un réalisateur doit pas extraire son œuvre du monde dans lequel il est, et aussi bien pour le développement durable, aussi bien que ce soit... Toutes ces grandes questions-là, elles doivent transparaître dans le cinéma. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit obliger un cinéaste dans chaque film à aborder chaque question, à mettre tant de quotas de handicapés. Il y a la liberté de créer aussi, qui doit être préservée. Madame, c'est quoi votre prénom? Elisabeth. Alors, Elisabeth, vous me faites penser à un truc très important, et vous avez raison, et je passerai après à Vincent, mais Anne-Sophie, en attendant, réfléchissez à ce que je vais dire, s'il vous plaît aussi. Parce que... Anne-Sophie, vous avez raison. Je suppose que quand on est scénariste et qu'on est en train de vouloir raconter sa jolie histoire, on peut toujours se dire, et pourquoi ce personnage-là, il ne serait pas en situation de handicap, parce que potentiellement, ça ne change rien à mon scénario qu'il le soit, en fait. Donc, je pourrais faire en sorte qu'il le soit. Et c'est là que la démarche est citoyenne. C'est-à-dire, je le fais parce que je veux participer à cette visibilisation du handicap de façon naturelle, en fait. C'est-à-dire que des personnes handicapées existent dans la vie, et donc il n'y a aucune raison qu'elles n'existent pas à l'écran. Exactement. Mais c'est à l'appréciation de l'artiste. Et bien souvent, on y reviendra un peu plus tard là-dessus, parce que je voulais vous interroger là-dessus, mais pareil, vous n'avez qu'à y penser dès maintenant. Si je suis scénariste, et vous êtes scénariste, j'invente les choses de ce que je vois souvent. Je m'inspire de ce que je connais, je m'inspire de ce que j'ai lu, de ce que je vois, des gens qui m'entourent. Vous l'avez très justement partagé avec nous, Anne-Sophie. Et donc, ça veut quand même dire un besoin qu'on voit davantage, qu'on confronte davantage des personnes en situation de handicap avec les personnes qui écrivent, qui produisent des films, pour que ces handicaps qui existent, et on voit bien que le nombre, il n'est pas ridicule dans notre société, eh bien, on comprenne que c'est notre société, point. Et que ce sont des personnes comme d'autres. Et donc, ce sont des personnages comme les autres. Et ça, c'est parce que j'étais en train de me dire, à la fin de notre table ronde, là, il faudrait qu'on ait 2-3 tuyaux pour écrire des scénarios inclusifs, by design, comme on dit dans les projets. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à quelques petites réponses, en tout cas. Donc, Vincent, merci pour votre patience, déjà. Merci. Rien. Comment ça va? Ça va. Alors, content d'être là. Bah oui, merci d'être là. Merci, Vincent. Donc, vraiment une super carrière que je ne vais pas forcément balayer, mais sur Internet, vous trouverez beaucoup. Donc, au cinéma, je vais citer notamment Chacun pour tous. En 2018, avec Ahmed Silla et Camélia Jordana, je vais citer La Marginale en 2021, mais qui est déjà sorti le 3 mai 2023. La Belle Étincelle, bien sûr, qu'on connaît. Une de mes séries préférées du PAF, Astrid et Raphaël, franchement, je suis hyper fan. Enfin, voilà, vous avez vraiment... Il y a aussi Malo fait du vélo, aussi, qui est un court-métrage sur Arte. Alors là, bravo. Est-ce que je l'ai sur ma liste? Je ne l'ai pas. Ben non, je ne pouvais pas parce que je voulais essayer de ne pas avoir trop de fiches. Mais oui, Malo fait du vélo sur Arte et du théâtre aussi. C'est ça. Vous voulez nous en citer un ou deux au théâtre? Il y a Lou, la jeune fille et le chasseur que je joue au Théâtre du Cristal, qui est mise en scène par Olivier Couder, qui est le directeur du Théâtre du Cristal et le fondateur de l'agence artistique. Voilà, d'accord. Parce que... Très bien. Et donc, et justement, alors vous êtes comédien, et j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien? Et est-ce que vous vous souvenez à quel âge c'est arrivé, cette envie? Bien avant d'être comédien professionnel, c'est du théâtre comme ça, en amateur, parce que avant, j'étais très timide, tout ça, je n'allais pas forcément vers les autres, j'avais beaucoup du mal à parler, tout ça, et là, un jour, on m'a proposé de faire du théâtre, et là, quand j'ai fait du théâtre, c'était incroyable, j'étais sur scène, et quand je suis sur scène, je suis quelqu'un d'autre que... Et là, j'ai fait le théâtre, j'ai fait du théâtre, tout ça, et là, depuis 2017, je suis comédien à temps plein au Théâtre du Cristal. Ah, voilà, c'est ça. L'agence Cristal qui est gérée par Olivier Couder et Lara Sarceau qui est présente. Oui, Clara qui est là quelque part, on la salue, exactement.
Donc oui, effectivement, avec que des profils en situation de handicap dans cette agence. Donc si on manque d'acteurs, d'actrices, on peut s'adresser à votre agence. C'est bien ça, Lara ? C'est ça. Très bien. Et Vincent, vous avez donc aujourd'hui, tout se passe bien dans votre job de comédien. Vous avez les contrats qu'il vous faut, vous voyagez. Justement, vous voyagez beaucoup, je crois, pour votre métier aussi. Bah oui, je suis allé au Portugal 2 fois. Et quand vous partez comme ça en voyage, est-ce que ça demande des aménagements spécifiques ? Vous avez besoin d'aménagements spécifiques ? Oh, juste besoin que quelqu'un m'accompagne dans les trajets, tout ça, et que, ben... Et dans les tournages, comment ça se passe ? De la même façon, est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques ? Ben, je sais, j'ai mes loges, ma propre loge. J'ai une loge où je peux être calme, tout ça, quand ils préparent la mise en place des plans, tout ça. Et... Très bien. Donc, et c'est quoi votre meilleur souvenir de tournage ? Et si vous ne vous souvenez pas tout de suite, je pourrais revenir sur vous après. Laissez-moi... Pardonnez-moi les fautes de français. Si vous voulez, vous venez prendre ma place, Elisabeth. Oui, c'est ça. Merci. Comment vous vous appelez ? Ah, d'accord. Alors... Candy fait partie du SPCH aussi. Ah, pardon. c'est Candy. Elle est comédienne, elle a fait de très nombreux rôles. Ah, c'est pour ça que je connaissais votre visage. Oui, elle joue dans beaucoup de films avec... Bah ouais, c'est un super visage. Ah oui. Ok, très bien. Donc effectivement, on a pas mal de comédiens, comédiennes. Vincent, vous pensez quoi de toute cette histoire ? Comment vous voyez le handicap dans le cinéma ? Ben, c'est sûr que bien avant qu'il y ait un petit truc en plus, tout ça, c'est vrai qu'il y avait chacun. En fait, c'est un peu chacun pour tous, c'était un peu le premier gros contrat du Théâtre du Cristal, avec rôle principal, rencontre avec les artistes, tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand je débutais au Théâtre du Cristal, on m'avait proposé le casting de Chacun pour tous. Oui, une semaine après mon admission au Théâtre du Cristal. Oui, donc les choses se font. Et est-ce que vous estimez vous avez parlé de ce petit truc en plus, vous pensez qu'il y a eu un avant et un après ce film, au vu de son succès commercial, au vu du choix très fort du public d'être allé vraiment massivement au cinéma pour le voir ? Oui, il y a un avant et après un petit truc en plus. Oui. C'est vrai ? C'est vrai que... c'est vrai qu'en tout cas, il me semble que c'était du jamais vu pour l'instant. Alors, il y a eu des films quand même qui ont traité du handicap. Moi, je pense au 8e jour, avec Pascal Duquesne, qui était un des premiers, ça a été, je crois, un des premiers acteurs en situation de handicap à obtenir le César, je crois. Hein. Il a eu avec Daniel Auteuil, ils ont partagé le même César. C'est vrai. Bon, c'était il y a plus de 20 ans. Il y a eu des films sur le handicap, y compris en France, mais quand même, le film d'Artus a cartonné de manière assez spectaculaire. C'est un des rares. Oui, je crois même il a peut-être même battu le 8e jour en termes d'entrée. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est le plus gros succès certainement. Donc forcément, ça peut être un exemple pour des producteurs de vouloir faire la même chose et d'ouvrir des... Il y a eu La Famille Bélier. Oui, mais il y en a plein. Mais oui. Alors... je veux dire que les producteurs, c'était un peu, ils voulaient pas qu'il y ait des handicapés, que ce soit pour Chacun pour tous ou un petit truc en plus, tout ça. Pour tous les films sur le handicap, les producteurs, ils voulaient pas de personnes en situation de handicap parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient retarder le tournage, faire n'importe quoi, tout ça. Et c'est vrai que alors que ce soit Artus ou Vianney Le Basque ou Franck Simier ou Hervé Mibran ou Anne-Sophie Bali qui se sont battus pour qu'ils aient des sections en situation de handicap. Maintenant, on sait que ce soit pour les films que j'ai faits ou Artus ou Mon Inséparable, ça a changé les choses. Oui, ça change les choses. Et si vous aviez un rôle de vos rêves, là, aujourd'hui, vous avez envie de jouer quoi ? Spider-Man. Spider-Man, pas très bon, ça. C'est très bon, ça, Spider-Man. Je le note, moi. Très bien.
Alors, revenons, si vous voulez bien, à ce moment-là, Julien, sur ce que vient de dire effectivement Vincent. Vous l'avez un peu évoqué. Les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est scénariste, je suppose, et quand on est aussi acteur et réalisateur, et qu'on traite du sujet du handicap, et Anne-Sophie, vous nous direz si j'ai bien perçu les choses, c'est que vis-à-vis d'un producteur, on a toujours plus de difficultés. C'est ça que vous disiez ? Il y a un peu deux aspects différents. Est-ce qu'on est soi-même en situation de handicap ? Et puis après, il y a le thème du handicap. C'est un peu deux choses. Alors, on peut cumuler, on peut faire un film sur le handicap en étant soi-même handicapé. Là, on cumule les deux. Mais non, mais c'est vrai que le thème, déjà, pour parler du thème du handicap. Alors, on a dit tout à l'heure, on a cité qu'il y a des films de Toledano et Nakache aussi qui sont souvent excellents. Ah oui, qui en France, qui sont quand même qui ont fait un peu autorité. Alors, c'est des films qui ont bien marché en plus. Donc, c'est des bons exemples. Ils sont commercialement intéressants, ces films. Ils sont réussis, ils ont des bonnes critiques, succès public, succès commercial. Voilà, donc ça, c'est très encourageant. C'est des films qui sont faits avec une certaine sensibilité. Donc là, ça dépend du talent de l'équipe, du scénariste, du metteur en scène. Quand c'est fait avec talent et il y a de vrais personnages faits pour des vrais comédiens. Et alors, après, c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas tout à fait fini quand on parlait de est-ce qu'il fallait mettre une personne handicapée dans un rôle d'handicapé. Je dis que c'est pas une obligation. Maintenant, d'un point de vue, avec ma casquette de syndicaliste, je voudrais quand même rajouter une chose que j'ai pas dite, c'est qu'il est quand même évidemment important de créer des opportunités pour des acteurs et des actrices en situation de handicap, visibles ou invisibles, mais notamment visibles. Bon, ce qui se passe, nous on a pas mal d'adhérents qui sont en situation de handicap avec des handicaps visibles. Ça peut être une personne de petite taille, ça peut être une personne non-voyante avec une canne, ça peut être en fauteuil roulant, etc. Bon, et ces personnes-là, pour parler concrètement des choses, quand elles arrivent, elles trouvent qu'elles, tout d'un coup, elles veulent postuler à un casting, elles vont à un rendez-vous parce qu'elles ont trouvé qu'un personnage leur correspondait assez bien. Mais il est évident que si elles arrivent avec un fauteuil roulant, l'assistant qui les reçoit les regarde, se dit vous êtes trompé, monsieur ou madame, vous êtes trompé de jour, c'est pas du tout ici. C'est déjà arrivé c'est vraiment. Pas du tout, voilà, mais c'est bien sûr que c'est arrivé. Oui. Alors la personne dit oui, mais j'ai à peu près l'âge, j'ai à peu près le même caractère, j'ai telle compétence de comédien, etc. Oui, mais d'accord, mais c'est pas dans le scénario le fauteuil. C'est là où effectivement il faut que les mentalités évoluent parce que un cinéaste, alors que ce soit le réalisateur, le scénariste, le producteur, le directeur de casting aussi, qui peut prendre l'initiative parfois, enfin dans une certaine mesure, il faut que tous ces gens-là puissent être intelligents, voient le talent et voient le personnage. Alors, dans certains cas, ce ne sera pas possible, peut-être, pour certaines raisons, ça ne peut pas être une personne en situation de handicap, mais dans d'autres cas, on peut très très bien être plus souple, rajouter 3 lignes dans le scénario, changer un petit bout de scène de rien du tout, et ça y est. Et le talent qui sera là devant nous au casting devrait passer son bout d'essai parce que ça se trouve, c'est elle qui va être prise. Parce qu'elle est très bien. Il suffit de changer rien du tout. Ça, c'est juste avoir une souplesse d'esprit et être conscient. C'est ça, c'est d'être conscient de la question et de ne pas laisser des talents au bord de la route quand il y a un talent. Voilà. Et voir peut-être que l'intégration de ce talent, l'inclusion de ce talent qu'on n'avait pas prévu au départ. Peut-être ça va rendre le film encore meilleur. Rajouter une idée dans le scénario. Trouver des briques auxquelles on n'avait pas pensé et qui vont d'un coup. Il ne faut pas être trop normé. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et ça, c'est une question de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut y penser. Des fois, la plupart des gens ne sont pas forcément contre. Je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas pris conscience. Je suis d'accord. Et c'est un peu comme pour l'écologie, le développement. Il y a 20 ans, tout le monde s'en fichait. Aujourd'hui, ça nous apparaît important. Si on faisait un sondage auprès des scénaristes les plus en vue en France ou ailleurs en leur disant est-ce que cela te poserait un problème d'avoir des personnes en situation de handicap dans ton film, dans les rôles, que ce soit dans les rôles ou derrière, que ce soit dans le casting des comédiens, peut-être ça ce serait un peu plus compliqué, j'en sais rien, mais en tout cas dans les rôles, ils diraient sûrement non, évidemment que non, mais au moment de passer à l'acte et d'écrire, ça ne leur vient pas tout forcément en tête, et du coup, il n'est pas écrit que ce personnage vit avec un handicap, mais il n'est pas non plus écrit qu'il ne vit pas avec un handicap. Donc finalement, tout est possible en fait. Comment ça vous fait réagir, Anne-Sophie? Et dites-nous comment s'est passé du coup, vous, le casting de votre dernier film, de Mon Inséparable. Comment ça me fait réagir? Moi, pour continuer la pensée de Julien, je me dis aussi que quand il y a des rôles de personnages en situation de handicap, je crois que je serais un interprète en situation de handicap qui se fait bouler de tous les rôles qui sont a priori pensés valides, ça me rendrait
folle qu'on donne un rôle de personnage en situation de handicap à un valide. Je me dirais, mais alors là, vraiment, je me fais bouler de partout, quoi. Enfin, il y a aussi... Non, moi, dans la représentation, et donc j'ai travaillé avec 2 acteurs qui sont en situation de handicap, mais qui sont différents aussi de leur rôle, c'est-à-dire que les deux, ils ont les deux joué. Je leur ai pas dit sois ce que tu es, etc. Comme Vincent, c'est de grands interprètes qui s'appellent Charles Peccia-Galetto et Julie Froger. Comment ça s'est passé concrètement? Quand j'ai rencontré mon producteur, moi, c'était un des prérequis sur lesquels je voulais qu'on soit absolument d'accord, avec lequel il était d'accord. Il y avait ça, et il y avait le fait que j'avais demandé qu'on essaie, quitte à faire des sacrifices ailleurs, d'avoir un temps de tournage suffisant pour pouvoir travailler correctement, notamment avec des personnes en situation de handicap. Mais bon, en vrai de vrai, ça s'applique à tout le monde, hein. Quand on a du temps de travail, on travaille mieux. Et donc ces 2 choses-là, elles avaient été très intégrées pour nous deux. On a eu des réticences à certains endroits, notamment vis-à-vis des chaînes, ça n'allait pas forcément de soi et tout ça. Et il a fallu convaincre. Vous avez eu besoin d'aller trouver des budgets, vous voulez dire ? C'est ça. D'accord. Et il a fallu convaincre, mais on était les deux très convaincus. Et puis, moi, j'ai travaillé avec un producteur qui est très chevronné, donc qui aussi avait l'assise de pouvoir dire c'est une bonne idée, quoi. C'est qui, le producteur ? C'est David Thion, des films Péléas. D'accord. Et donc, la fille qui écrit les trucs, parce que comme ça, elle va pouvoir faire son film aussi derrière. Tout est noté, c'est bon. Et donc, ouais, on a vraiment, voilà, on a travaillé avec sans déroger à cette chose-là qui était notre pacte de départ. Après, concrètement, on parlait d'essentialiser. Moi, il n'était pas question de chercher. Enfin, je veux dire, je cherchais un grand interprète en situation de handicap. C'était une recherche particulière qui a pris différentes formes. J'ai notamment été en contact avec l'agence du Cristal, aussi avec une autre agence qui s'appelle Singulariste, dont vient mon comédien Charles Peccia-Galetto, qui travaille aussi à une représentation plus diverse de la société, qui ne travaille pas que sur la question du handicap, mais aussi la question du surpoids, des origines ethniques, tout ça. De la différence. De la diversité. Voilà, de la diversité. Ouais. Et puis, j'ai aussi fait un casting qu'on dirait sauvage en ESAT. Là où vous travaillez vous-même ? J'ai été dans plusieurs ESAT. Moi, j'étais à Ménilmontant, mais je suis allée aussi dans d'autres ESAT. Et j'ai d'abord cherché Joël, avant de chercher sa mère. Parce que je savais que ça allait devoir être la rencontre, on en parlait, d'une personnalité, d'un handicap, d'une capacité à jouer et tout ça. Et j'ai vu beaucoup de jeunes hommes, d'acteurs en situation de handicap et d'apprentis, enfin d'aspirants acteurs. Et finalement, j'ai travaillé avec Charles. Mais ça s'est fait vraiment sur un temps assez long. Et puis Julie, par contre, je l'ai rencontrée en atelier d'improvisation en ESAT. Donc elle n'avait jamais joué avant. Waouh. Mais comme beaucoup de non-professionnels, c'était une grande comédienne tout de suite, quoi. Est-ce que vous estimez que... Ah là là, je dis 1000 questions et on a encore 10 minutes et après on va passer aux questions de la salle. Donc Elisabeth et Candy, préparez-vous. Est-ce que vous estimez que le fait d'avoir finalement, entre guillemets, baigné ou côtoyé des personnes fait que le jour où vous voyez votre actrice qui n'a jamais fait de comédie avant, ça vous a ouvert un peu les chakras pour détecter le talent, là où peut-être d'autres ne le verraient pas immédiatement? Je crois que c'est un truc d'interprétation. Je crois que c'est vraiment un truc de... Moi, j'ai travaillé comme actrice avant et j'ai plutôt vu des choses qu'on demande à des acteurs, de rapport au présent, de réagir à une situation, de
de simplicité et d'appropriation du texte, des choses qui sont en fait vraiment de l'ordre de l'interprétation. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a évidemment l'enjeu politique de la représentation, mais il y a un autre enjeu qui est un enjeu esthétique. C'est-à-dire que moi, le regard de Julie, la façon dont elle regarde, l'élocution de Charles, sa démarche, leurs rythmes respectifs qui sont différents du commun des mortels, entre guillemets, eh ben, ça crée de la matière sensorielle et ça crée du cinéma. Je veux dire, c'est pas que... je sais pas comment dire, c'est pas que une chose politique. Il y a aussi une vraie beauté dans... et puis, je veux dire... il y a une vérité, il y a quelque chose d'étonnant. Enfin, je veux dire, moi, j'adore comment Vincent me regarde. Il me regarde pas tout à fait comment je le regarde. Et je veux dire, ça crée du... vous servez mais ça crée du trouble. Cette singularité qui ressort finalement de chaque personne. Quand on fait un film, on le fait pour chaque personne. Et là, vos deux comédiens qui vivent avec un handicap ont des spécificités en particulier dont vous vous êtes servis pour faire un film encore plus beau. Qui enrichissent et qui apportent quelque chose d'étonnant que des physiques et des personnalités plus stéréotypées n'apporteraient pas forcément. Enfin, et les deux sont très étonnants. Donc je crois que ça aussi, ça participe complètement du désir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours voir... ça comme un... Enfin, je veux dire, c'est pas un manque. Il a pas tort, Artus, quand il dit un petit truc en plus. Ça peut... ça ajoute aussi... C'est-à-dire, de toute façon, et ça rejoint le sujet du handicap au global, dans la société avec un grand S. À partir du moment où on ne essentialise pas, où on ne définit pas une personne par un handicap, et qu'on la voit pour ce qu'elle est, ce handicap peut tout à fait devenir un petit truc en plus, et dans toutes les situations. Là, on parle de cinéma et de scénario. Julien, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie écriture, scénario ? Est-ce que venons-en à ces tips, à ces conseils que vous pourriez donner de façon concrète. Moi, à des personnes, alors prenons un cas fictif, je suis scénariste, je ne côtoie pas de personnes en situation de handicap, je ne connais pas bien le sujet, mais j'ai envie, par engagement, parce que je trouve ça normal de représenter la société telle qu'elle est, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil au moment où je vais passer à l'acte et je vais écrire mon film ? Alors, c'est la question piège, je ne sais pas du tout quoi vous répondre, mais je pense que si on a... C'est juste qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, dans les films, en général, quand on écrit un scénario, on s'inspire de ce qu'on voit dans la rue, dans ce qu'on voit dans le métro, dans ce qu'on voit en vacances. Et forcément, enfin, si on a des yeux pour voir, on voit bien des personnes en situation de handicap, il y en a. Enfin, il y en a, ces fois c'est invisible, mais quand on a dans nos cercles amicaux, on discute, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme ou qui sont en fauteuil roulant, on les voit bien. Donc, il n'y a aucune raison pour que quand on écrit une histoire, ils ne soient pas dans l'histoire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est une question d'être attentif au monde dans lequel on évolue. Après, je dirais aussi qu'un cinéaste... tout le monde n'est pas obligé de faire des films sur le handicap non plus, parce qu'il faut le sentir, il faut avoir quelque chose à dire là-dessus. Si on n'a rien à dire, on peut très bien être un citoyen tout à fait bien. Et dans ce cas-là, on peut très bien faire un film qui ne parle pas du handicap, parce que ce n'est pas son sujet, mais effectivement, dans les seconds rôles, ou dans même le premier rôle, on fait un polar, on fait le cas de la Banque de France. Et ben, un des flics, il peut être malentendant. Un des bandits, il peut avoir un handicap aussi. Celui qui joue le caissier de banque, troisième rôle, au fond, il sera avec aussi un handicap éventuellement qui peut être visible. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi là. Mais on peut mettre des personnes handicapées comme dans la vie. Il y en a. On décide pas si je suis brun, je pourrais être blond. Bon, c'est tout. C'est la diversité de la vie. Les choses s'expliquent pas toujours. Alors c'est là où on est dans des discours que je peux faire un peu paradoxaux, c'est qu'à la fois c'est bien de parler du handicap, et puis c'est bien aussi parfois que le handicap soit là sans qu'on l'explique. C'est les deux choses coexistent. Parler du handicap, c'est une bonne chose parce que ça fait progresser parfois aussi la compréhension, la tolérance, etc. Et puis aussi parfois, j'ai envie de travailler avec cet acteur handicapé ou cette actrice handicapée. Je n'ai pas d'explication. J'ai simplement envie, c'est ça, la rencontre avec un comédien. C'est ça, il faut qu'on puisse multiplier pour un cinéaste les occasions de rencontre. On peut rencontrer, j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie d'en faire, tiens, je fais un film fantastique, j'ai un vampire, tiens, ça sera toi.
il se trouve que tu es malentendant, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est le handicap passe en second plan. Il se trouve que tu es brun, que tu es roux, que tu as une calvitie. Ben c'est pareil, on s'en fiche. Alors sauf si on fait un film spécifique avec des cheveux. Si c'est sur l'histoire de quelqu'un qui a des beaux cheveux et il n'a pas de cheveux. Calvitie, là, il faut lui mettre une perruque. Alors on peut mettre une perruque, quand même au cinéma. On peut tout truquer. Donc, mais pour être sérieux, voilà, ce qu'il faut, c'est pouvoir que les gens. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, par exemple, c'est qu'il y ait de plus en plus de talents qui puissent être dans ces métiers du cinéma. Ça provoquera plus de rencontres. Ce qui peut se passer parfois, c'est un cinéaste qui cherche une personne. Là tu as eu la chance de trouver Charles et d'autres comédiennes. Mais en fait, des fois, on ne trouve pas. Il y a parfois un cinéaste. Parce qu'on parle d'inclusion, mais après, concrètement, tout d'un coup, on a besoin d'un personnage qui ferait 45 ans à peu près, et puis que reste cet handicap. Et puis peut-être que la rencontre ne se fait pas. On en voit 3 ou 4, ils ne sont pas convaincants. On ne va pas les prendre que parce qu'ils sont handicapés, parce que là, pour le coup, c'est idiot. On est dans une œuvre d'art, on n'est pas dans un truc social. Bon, donc, ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, peut-être se tourner sur un comédien valide, c'est bien dommage. Mais pourquoi pas ? Dans ce cas-là, moi, si j'étais en position de faire ça, si un jour j'ai besoin d'un comédien, un personnage en situation de handicap, que je ne trouve pas le bon comédien en situation de handicap parce que je ne l'ai pas rencontré, c'est dommage. Dans ce cas-là, je peux faire appel à un valide, mais je vais avoir une préoccupation qui est que dans d'autres rôles, je vais mettre des personnes en situation de handicap. Et puis dans mon équipe technique, là on n'en a pas parlé parce que c'est peut-être pas le thème. On n'a pas eu dans le l'équipe temps, technique, il y a tout l'aspect. Si on n'a sûr. pas à l'écran une personne handicapée, on peut très bien avoir un preneur de soin, selon les handicaps, mais un régisseur, un monteur, des assistants qui ont un handicap visible ou invisible dans l'équipe. Et c'est ça que moi, avec le SPCH, on prône des moyens supplémentaires aussi, un petit peu des encouragements, un petit bonus inclusion qu'on demande au CNC depuis quelques années. On demande de faire un petit peu une petite carotte financière, parce que comme ça pourrait encourager des producteurs à faire des projets inclusifs, d'embaucher spécifiquement des artistes en situation de handicap devant ou derrière la caméra. Voilà. Mais c'est vrai que l'important, c'est qu'il y ait un vivier. L'important, c'est qu'on ait beaucoup de gens en situation de handicap dans ces métiers. Pour cela aussi, je raccroche à un autre truc, c'est que le SPCH milite pour qu'on aide les personnes handicapées à avoir une petite adaptation avec le statut le régime des intermittents du spectacle, qu'on facilite un petit peu l'entrée dans ce régime aux personnes reconnues travailleurs handicapés, parce que c'est compliqué de rentrer dans ces régimes. Quand on n'y est pas, on ressort du métier. C'est très compliqué. Si on n'est pas intermittent, on crève de faim. Si on n'a pas assez de rôle et qu'on n'est pas intermittent, on ressort du métier très vite. Les personnes handicapées, en général, rentrent quelques mois ou quelques années dans ces métiers et ressortent faute d'avoir pu travailler. Donc il n'y en a plus. Et ils n'ont plus après la compétence suffisante aussi, parce que si on travaille très très peu, on a moins d'habitude, d'expérience. Donc tout ça, c'est voilà, on essaye de mettre le pied à l'étrier. Il faut qu'il y ait le maximum de personnes en situation de handicap qui rentrent dans ces carrières, comédiens, artistes, techniciens. Il y aura du choix. Il y en aura qui marchent, il y en aura ça ne marchera pas, parce que c'est la vie, tout le monde ne va pas devenir en tête d'affiche. Et puis d'autres, ils auront plus de talent, il y aura des rencontres qui se feront, ça va marcher. Et le cinéaste qui voudra effectivement un personnage handicapé, il n'aura que l'embarras du choix. Mais aujourd'hui, il n'a pas forcément encore assez l'embarras du choix. Tout à fait. Ça me fait penser à une chose, et Anne-Sophie, après, je vous écouterai aussi sur cette histoire de scénario. Effectivement, qu'il y en ait beaucoup, de plus en plus, mais il y en a aussi qui sont déjà dans le métier, qui puissent se sentir suffisamment en sécurité pour en parler, parce que comme dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, beaucoup de personnes vivent avec un handicap, n'en parlent pas de peur de ne pas avoir de boulot, de peur d'être mis de côté, etc. C'est encore plus vrai quand on est intermittent. Et j'adhère à 10 000% à votre histoire de statut spécifique pour les comédiens, comédiennes en situation de handicap. Bien sûr qu'il faut que ça évolue. Mais effectivement, c'est aussi créer qu'il y en ait de plus en plus, et je ne sais pas à quel moment il y aura peut-être une bascule qui fera que ça deviendra une évidence d'en parler et qu'on n'aura pas peur. Mais c'est bien ce chemin-là qu'on veut essayer d'emprunter. Sur le scénario, Anne-Sophie, la patate chaude. Oui, ça a été une réponse très politique. J'ai posé une question, il a donné la réponse qu'il souhaitait. Mais c'est très bien. Mais Anne-Sophie, vous pouvez faire la même chose, c'est pas évident. Je veux dire, non, mais en fait, c'est juste que moi, j'ai jamais pensé ces personnages en pensant directement au handicap. Je veux dire, le handicap est présent, il est important et tout ça, mais c'est vrai que je me suis jamais dit je fais un film sur le handicap. Je me suis jamais dit il me faut des personnages en situation de handicap. Non, je crois qu'il y a une chose. Je vais faire une réponse politique aussi. Je suis désolée.
Vincent, prépare-toi. Je crois que ce qui aiderait vraiment, c'est que les institutions s'ouvrent un max. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des gens qui ne côtoient pas leurs concitoyens en situation de handicap. Et qu'en fait... Mais quand vous voulez institution, vous voulez dire quoi? Les ESAT, les foyers, c'est pas normal. En fait, je vous donne un exemple. Nous, sur le film, on a travaillé beaucoup avec des associations pour inviter, étant donné qu'ils sont peu représentés dans le cinéma, des travailleurs d'ESAT à venir voir le film, à en discuter avec nous, notamment sur des séances où j'étais là, ou alors où Charles aussi, qui a beaucoup accompagné le film, était là. La vérité, c'est que ces institutions, elles fonctionnent avec des règles qui sont dures, qui sont un peu caduques, et que c'est très difficile d'avoir un groupe de jeunes ou moins jeunes en situation de handicap qui peuvent sortir le soir avec les histoires de couvre-feu, de moniteurs, d'éducs, et qui puissent venir à une séance. À chaque fois, c'est une organisation de malades. Donc en fait, mais c'est, tu me corriges parce que tu as peut-être plus les chiffres, mais c'est entre 6 et 12% de la population qui est en situation de handicap. Bien sûr, 12 dans les 12 plutôt. C'est énorme. Oui. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Ouais. Donc en effet, j'entends tout à fait, mais je pense que c'est une vraie réponse, ça. Parce que ça va avec aussi le fait que peut-être le cinéma s'organise mieux aussi pour, parce que toutes ces questions de sécurité, de normes, etc. Je vois que il y a une copine là, qui a travaillé sur, mais je crois que je sais pas si elle a travaillé. Margot, oui, j'ai travaillé avec Margot. Voilà. Ouais. Donc voilà, mais ce poste de coordinatrice ou de coordinateur régie handicap, ça permet aussi de prendre en charge un peu. Ça peut rassurer quelque part. Ça peut peut-être rassurer aussi les institutions de voir que les plateaux de tournage vont être mieux adaptés pour recevoir les personnes qui auraient des spécificités. Qu'il y ait plus de passerelles et d'échanges. Qu'il y ait plus d'échanges, de passerelles, de confiance. Et de professionnalisme. J'ai entendu. Alors, en fait, on va avoir bientôt les questions, donc merci. Là, on va pas tarder à finir parce qu'on a quand même un temps à respecter. Vincent, est-ce que vous avez un mot de conclusion ou de la fin ou quelque chose à dire aux scénaristes? Et si vous avez rien à dire aux scénaristes, c'est moi qui vais conclure. Qu'ils doivent continuer leur combat pour qu'ils fassent encore plus de film sur le handicap, parce que là, c'est déjà très beau que ça soit un petit truc en plus pour mon insépare. Le film que j'ai fait, c'est déjà une belle victoire, et on espère que ça continue. Exactement. Et je voudrais juste vous dire que donc, dans le guide de l'écran d'après, il est écrit que 2% des personnages de fiction au cinéma sont en situation de handicap. Alors, l'ARCOM, c'est 1%. Et cette dernière année, c'est descendu en dessous des 1%. En 2023, ça avait atteint le 1%, on est redescendu. Donc ça veut dire que effectivement, il y a encore un sujet à creuser. J'ai entendu qu'on peut avoir des films qui traitent du handicap, peut-être presque de façon militante, sur le sujet du handicap. Et il y en a d'autres, comme le vôtre, qui ont des rôles en fait tenus par des personnes en situation de handicap. Et le rôle, c'est une personne handicapée. Je pense, moi, sincèrement, que les deux font changer les mentalités de façon différente. Et j'ai entendu qu'il fallait ouvrir les yeux sur notre société, qu'il fallait ouvrir les yeux sur les différences de notre société, qu'on ne reste pas dans son petit milieu. Ça a l'air très péjoratif, ce que je viens de dire. Je veux dire que le milieu du cinéma ne reste pas qu'avec lui, mais que de l'autre côté, les ESAT et les EA, les entreprises adaptées, essayent aussi de permettre une ouverture qui nous permettra, nous, d'avoir ces passerelles qui feront qu'un jour, il y aura beaucoup de talents en situation de handicap reconnus, parce que je suis sûre qu'il y en a déjà beaucoup, mais qu'on n'ait plus qu'à les faire travailler et à penser à eux dès le moment du scénario. Donc, est-ce que c'est à peu près ça ? Est-ce qu'il y a un mot de la fin à ajouter ? Ah, mais là, on va passer aux questions, mais... On va pas faire de mots définitifs, du coup. Alors, on se donne 20 minutes pour des questions, et il y a une personne qui va vous donner... Oh, il y a pas mal de questions. Donc, on a... Voilà, super. Ok. Bonjour tout le monde.
Alors, je ne sais pas si c'est une question plus qu'une peut-être piste de réflexion aussi, parce que moi, ce que j'entends, mais que ce soit dans le milieu du cinéma ou même d'une manière générale, c'est vraiment le manque de connaissances et la peur liée au manque de connaissances. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, oh là là, ça va perdre un temps fou sur le tournage et comment ça va se passer, etc., etc. Par exemple, là, on a fait, moi je suis comédienne, on a fait le Saturne en Ile-de-France, et donc il y avait cette obligation de prendre un comédien ou une comédienne en situation de handicap. Et quand on discute 2 minutes avec le réal, c'est OK, c'est quoi tes besoins, mais à 99%, ça n'impacte pas le tournage à partir du moment où tout le monde est au courant. Donc je crois finalement ce serait aussi... Parce qu'après, finalement, ça va couler de source. Penser dès l'écriture du scénario, bah oui, mais de toute façon, ça va pas... Si on a une idée très précise du scénario, ça va pas forcément bloquer le scénario. On peut aller quand même où on veut dans l'écriture. Et tout le monde est au courant, tout le monde est plus au fait. Les handicaps sont tellement variés, tellement différents qu'en fait, du coup, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Les contraintes sont même quasi inexistantes une bonne partie du temps aussi, finalement. Donc la réflexion est peut-être là aussi, j'ai déjà une communication, une ouverture sur les situations de handicap et sur le fait que non, c'est pas effrayant, c'est tout à fait jouable, quoi. Voilà, c'était plus un petit point, un petit ajout là-dessus que je me permettais. Oui, merci en tout cas. Mais je pense quand même, alors je prends du temps sur les questions, je suis pas très cool, que je pense qu'à un moment, il faut peut-être mettre un coup d'accélérateur au début pour qu'on en arrive là. Ouais. Et qu'il y ait aussi... Alors, j'ai pas osé employer ce mot avec vous, qui a un côté un peu militant, entre guillemets, qui désire faire des films qui représentent mieux, parce que sinon, on va jamais y arriver, en fait. Mais il faut les deux, de toute façon. Il faut qu'il y ait un coup de boost d'une manière générale. Et cette sensi doit être faite tout le temps, régulièrement, parce que malheureusement, on oublie au moment où on est en train de faire. Donc voilà, on n'a pas fini d'avoir des efforts à faire. C'est que le début. Merci. Bonjour, Pascal Parsat pour le groupe Audience, l'expert du handicap dans la culture. D'ailleurs, je me réjouis de participer à cet événement puisque nous avons contribué à la présence des interprètes de langue des signes française, qui me semble indispensable dans un tel débat. Je voulais rebondir sur ce qui a pu être dit, à savoir que j'entends, et ô combien de manière légitime, l'indignation et parfois même la colère. Il faut quand même saluer des initiatives. Il y a l'existant, qui peut-être d'ailleurs n'est pas assez connu et cultive d'autant dans cette ignorance ou cette méconnaissance ce sentiment, j'allais dire, d'injustice. Il y a quand même le Centre national du cinéma, le CNC, qui porte le prix les uns et les autres, qui soutient la création sur le sujet du handicap. C'était d'ailleurs Nakache et Toledano qui présidaient le jury cette année où j'étais, où d'ailleurs l'Agence du Cristal s'est vue récompensée pour l'émergence de ce fameux référent handicap sur les tournages. Je participais tout récemment à un colloque à Bruxelles sur ce sujet-là. Certains pays ont mis en place un référent diversité dès la création du scénario pour que justement ce ne soit pas forcément l'écriture, mais la distribution qui fasse la différence. Je pense que c'est aussi un axe. Effectivement, il y a des plateformes qui l'ont au niveau international. Tout naturellement, je ne peux pas ne pas parler de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Il y a une CVTech. Je vous invite à ce qu'on se rencontre tout à l'heure. Ça peut être opportun dans la mesure où c'est quand même quelque chose qui fait la différence depuis 2017. Je voulais aussi préciser qu'il y a l'activateur d'égalité pour l'emploi dans la culture. Le ministère de la Culture a inscrit ce sujet-là lors de la conférence nationale du handicap, qu'il y a eu à la commission culture et handicap pour la première fois le sujet de l'emploi inscrit à l'ordre du jour. Et comme Julien l'a dit tout à l'heure, nous militons aussi chez Audience avec cet activateur pour un statut d'indemnisation chômage adapté à 350 heures pour 2 endroits. Aussi bien pour soutenir ceux qui sont à la peine pour s'inscrire, j'allais dire, dans un métier, mais tout autant aussi pour faciliter l'acceptation des professionnels concernés qui rencontrent le sujet d'une problématique de santé ou de handicap en cours de carrière et qui peuvent ne trouver aucun intérêt à se déclarer puisque pas du tout indemnisés, puisqu'il faut être, j'allais dire, en situation de handicap à 80%. Il est important quand même de noter aussi, pour rassurer les unes et les autres, de savoir que la profession du cinéma se mobilise à 360 degrés. J'interviens encore au FIPADOC sur le Festival du documentaire dans 15 jours, sur le sujet justement du handicap. Nous étions ensemble, Julien, aux écrans inclusifs, justement, lors du Festival de Cannes. À tout endroit, que ce soit dans le spectacle vivant et ailleurs, le sujet est en marche. Oui. Et enfin, pour conclure, je voudrais aussi rappeler qu'il y a toute une population qui émerge,
car dans toutes les écoles supérieures artistiques, techniques, le nombre d'élèves, d'étudiants, de stagiaires, d'apprentis avec une problématique de santé ou de handicap est en constante augmentation, ce qui veut dire en conséquence que si on a raté le rendez-vous avec la génération existante, celle qui arrive ne va pas nous rater. Voilà ce que je voulais dire. Effectivement, ce sont des portes que vous ouvrez, vous tous, sur ce sujet et qui vont permettre, en effet, peut-être d'aider à court terme, mais en tout cas certainement à moyen terme, de faire en sorte que les mentalités changent, que là où le désir existe, j'en suis persuadée, on passe à l'action. Et pour conclure, c'est vrai, en quelques années, ça a beaucoup évolué. Et entre autres, je prends un exemple très concret. Les rencontres pour l'emploi pour les personnes en situation de handicap dans la culture que porte Audience avec ses partenaires institutionnels à Avignon l'an dernier accueillait entre autres Plus Belle Prod et Tel 7 en production. Eh bien, ils sont unanimes pour dire qu'ils ont recensé des CV, que ça leur a permis d'imaginer de nouveaux personnages, mais plus encore, et je pense que quand on regarde les fictions étrangères, et d'ailleurs l'ARCOM dit que le sujet du handicap est dans la fiction à 71%. Merci à Netflix et Amazon Prime, évidemment avant toute chose. Et l'on voit bien justement qu'aujourd'hui, la diversité des silhouettes, des figurants, contribue également à imposer une image qui n'est pas encore habituelle. Je pense qu'il y a là une porte d'entrée. En tout cas, je reste à la disposition de chacune et chacun pour continuer cet échange. Merci Pascal. Pour donner aussi le micro un petit peu aux autres, juste je rappelle que tout à l'heure, donc dans le forum où Julien sera présent, pour le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap, il y aura Audience aussi, comme Pascal vient de vous le dire. Il y aura les écoles Jarris, Écart, Gobelin et Louis Lumière. Et il y aura l'agence Cristal dont on a déjà parlé, ainsi que le média Handicap Live par handicap.fr. Voilà, je vous aurais tout dit. Il y a 8 institutions qui sont là. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Bonjour. Bonjour, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Ah oui. Je voudrais savoir, est-ce que les obstacles pour la visibilité des handicapés, c'est dû aussi à des institutions comme des droits? Parce que je sais que ma prof qui travaillait dans les HP disait que la diffusion de spectacles dans le cadre d'ateliers était très, très protégée à cause, parce que les HP ne voulaient pas que même les handicapés aient droit à l'image de leurs prestations. À cause des tutelles et des curatelles? Ouais, c'est ça. En fait, concrètement, une tutelle ou une curatelle n'a pas de droit sur votre droit à l'image. Ouais. Donc le droit à l'image, théoriquement, il échappe à ce contrôle-là. Nous, c'est une question qu'on s'est posée parce qu'il y avait des acteurs qui étaient protégés sur le film, juridiquement. Oui. Après, de toute façon... dans la question du versement des salaires, etc. Pas versement, mais le droit à l'image lui-même. Non, mais je veux dire, on est forcément en rapport avec le curateur ou le tuteur dans la mesure où, pour le versement des salaires et tout ça, on est forcément en rapport. Oui. Donc, et pour le contrat. Donc, de toute façon, on a un rapport avec le curateur ou le tuteur, mais le droit à l'image spécifiquement, une personne, même sous curatelle ou sous tutelle, en est libre. Je pense que pour qu'on la prive de ce droit à l'image, il faudrait qu'il y ait dégradation de sa propre image qui soit prouvée par le tuteur ou le curateur, à mon avis. Oui. Et puis, aussi, est-ce que les handicapés sont aussi un peu empêchés parce que les institutions, quand elles voient qu'elle a des possibilités ailleurs, elles l'amènent ailleurs, par exemple, des handicapés surdiplômés, par exemple? Ah, mais de toute façon, il y a un processus auquel les institutions participent de façon plus ou moins consciente et plus ou moins bienveillante ou malveillante, d'infantilisation de leurs usagers. Enfin, je veux dire... mais c'est dû à beaucoup de choses. C'est aussi dû à... Moi, je vais parler un tout petit peu de Julie parce que je sais qu'elle veut bien que j'en parle et elle travaille donc en ESAT, elle travaille en conditionnement. Donc concrètement, c'est mettre des choses dans des boîtes sous pli, etc. Ouais. C'est une femme qui est extrêmement intelligente. C'est pas une question de QI et tout ça, mais c'est une femme qui, moi, m'a surpris à tellement d'égards en travaillant avec elle, qu'il y a quelque chose qui me trouble à la savoir en train de faire ça, alors qu'elle a des capacités vraiment très étonnantes.
Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du tournage, on l'a vu devenir une collègue à part entière. Être complètement capable de sociabilité du moment qu'on protégeait un petit peu le niveau sonore pour elle, parce qu'elle fait de l'hyperacousie, des choses très concrètes comme ça. Que quand même, cette jeune femme, que la première fois que j'ai filmé, n'arrivait pas à dire un mot tellement elle tremblait, a pris la parole devant 1400 personnes à Venise pour dire qu'elle était contente, qu'elle avait envie de refaire des films et tout ça. Donc il y a quand même un truc qui se passe qui est autoréalisateur dans la place qu'on donne ou dans l'infantilisation, forcément un petit peu. Je ne dis pas que tout le monde est en capacité de shifter complètement. Il y a plein de pathologies, il y a plein de situations et tout. C'est impossible de faire du général. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus ça se rencontre, plus on travaille ensemble avec des adaptations qui sont finalement pas si énormes, il en faut, je veux dire. Mais on arrive à devenir des super collègues. Donc il y a quand même quelque chose où, je pense aussi que moi je veux pas tout mettre sur les institutions. Il y a des institutions qui sont par exemple, beaucoup plus intelligentes que d'autres, mais oui, il y a des institutions qui s'arrangent bien de la position de grands enfants dans laquelle elles mettent certains de leurs usagers. C'est vrai. Oui, parce que dans mon cas, on m'a dit carrément qu'être comédien, c'était pas un métier, ça. Que c'était pas un métier. Après, bon, si, ça arrive chez les valides je peux vous aussi. rassurer, tout le monde entend ça. Donc ça, c'est pas lié. Je pense qu'en tant que parents, on a. Les handicapés entendent plus. Les personnes handicapées, elles sont vraiment. Oui, certes, mais je pense. Oui, par méconnaissance, sûrement, par difficulté à comprendre la complexité de ces affaires. On dit personnes handicapées et on parle de milliers de réalités différentes, en fait. Donc, mais moi, je suis maman. Mes enfants, a priori, là, n'ont pas de handicap, à part d'avoir une maman comme moi, bien sûr. Mais s'ils ont envie d'être comédiens, je vous promets que d'abord, je leur disais non, mais parce que j'ai peur pour eux, parce que je trouve que c'est un métier difficile, que percer est difficile, qu'en faire son métier où on gagne sa vie, c'est compliqué, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et effectivement, sans doute qu'on s'inquiète encore plus pour quelqu'un qui aurait un handicap. Mais je ne pense pas que c'est malveillant, forcément. Je pense que c'est le... Non, il y a des endroits où c'est bienveillant et des endroits où c'est malveillant. Oui. C'est possible. Et effectivement, c'est infantilisant en tout état de cause. Mais peut-être qu'il y a des personnes... Moi, je travaille sur le champ du handicap en entreprise, vraiment, plus globalement. Et il y a des personnes qui préfèrent retourner dans des entreprises adaptées après avoir été passées dans l'entreprise parce qu'elles se sentent davantage protégées par cet entourage. Donc vous allez me dire c'est infantilisant, mais elles ont choisi. Donc on ne peut pas savoir. Il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse échanger et que les gens puissent être à l'aise pour dire ce dont ils ont envie et qu'on ne les arrête pas dans leurs rêves. Oui. Alors là, je ne sais pas si tout le monde vous entend en fait. Est-ce que vous entendez Elisabeth? Mais après aussi, je voudrais vous dire Elisabeth. Non, et... Oui, je veux dire que Vincent a choisi la comédie, mais c'est vrai que chaque personne handicapée a besoin d'un phénomène narcissique. Alors à une dose, naturellement que ça ne prend pas tout, mais la comédie, c'est connu, hein, la comédie, le théâtre, le développement de soi permet l'acceptation de soi. Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose. Je suis handicapée depuis toujours, j'ai ma profession, j'ai fait une sorte de théâtre, mais qui n'est pas du théâtre. Moi, je voulais simplement vous demander, il y a beaucoup de choses, ça devient très fashionable, le handicap, c'est très marrant, c'est très sympa, ok, d'accord. Ce que je remarque, c'est que c'est toujours sur le handicap. Moi, ce que je voudrais savoir, juste je termine, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un scénariste qui aurait l'idée de faire comme Father d'Adrien Zeller, c'est-à-dire de l'intérieur de la personne handicapée, son ressenti vis-à-vis des autres. Je pense que ça serait une grande avancée. Merci.
C'est toi après ? Je suis désolée, je suis obligée de faire timekeeper. Il nous reste 5 minutes, donc au max, si c'est possible, réponse un peu synthétique. Et au max, on peut prendre encore 2 questions. D'accord. Je peux parler ? Ah, mais je croyais que tu voulais répondre. Pardon. Non, je récupérais le micro pour pas qu'il se balade trop. Il y a deux questions. Allez-y, madame, parce que Candy, on vous a déjà entendu. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis Valérie, j'ai été longtemps comédienne. Je suis tombée invalide invisible la veille de mes 49 ans. Donc, je suis reconnue qualité travailleur handicapé. Donc, on est 80% d'invisibles. Et moi, je pense que, j'ai fait un forum aussi qui était fait par le tunnel des 50-50 il y a 2 mois, là, avant Noël, au Forum des images, où il y avait une femme noire, comédienne, en PMR, qui à un moment, il y avait aussi cette super agence-là, de représentation de comédiens, qui à un moment a posé la même question que moi. Mais attendez, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on parle de diversité inclusive, il y a la représentation des LGBT, etc., la représentation des personnes de couleur. Et par exemple, hier, il y avait 4 personnes, mais il n'y avait pas la représentation du tunnel des 50, ni la représentation des personnes handicapées. Comment les gens, par exemple, les personnes de couleur, ont réussi dans le monde des représentations, puisque l'image, le cinéma, la télé, enfin tous les objets que nous on fait en tant que professionnels, c'est vraiment un reflet de notre société. Donc comment être progressiste, comment pouvoir travailler, c'est apprendre à se mutualiser. C'est-à-dire les personnes du handicap visibles et invisibles. Et je voudrais encore remercier Paris Courdevant pour sa tournée en Île-de-France. Moi, je connais des échecs et des succès dans mes films. L'année dernière, avec Stéphanie Lorcé, qui est devant moi, elle a eu le prix d'interprétation. On a eu une mention spéciale du jury. À sa tournée en Île-de-France, c'est rarissime. Et Stéphanie, je la connais depuis 20 ans, c'est une super actrice. C'est juste que ça fait 20 ans qu'on lui donne des rôles, excusez-moi, je vais être très vulgaire, de naine. Et moi, je sais que c'est une comédienne, donc voilà, je lui ai donné un rôle d'actrice. Et comme par hasard, elle a eu un prix d'interprétation. Et je voulais vous dire qu'il y a aussi du succès, beaucoup de succès. Pas seulement avec Nakache Toné Dano, pas seulement là où il y a des mannes de financement et de producteurs. Je viens de trouver une distributrice qui est issue de notre diversité inclusive, qui vient de prendre le film. Ça fait 1 an que je cherche une distributrice. Et voilà, je suis dans ma catégorie, dans ma famille. Le film vient d'être sélectionné à Londres. C'est qui la distributrice? Cinestrib, voilà, c'est quelqu'un de transgenre avec ses associés, son équipe. Il y a quelqu'un qui est en PMR. C'est des gens qui sont à Lyon. Et je les remercie infiniment de m'avoir accueilli parce qu'on ne voit pas mon handicap. Et enfin, mon film va pouvoir vivre. Et c'est un film sur le validisme, qui est un mot qui n'est même pas connu en France. Voilà. Et en parallèle, donc ça, c'est une réussite. Donc le truc, c'est de nous mutualiser exactement comme les autres diversités inclusives, les autres minorités. Il faut rejoindre les autres minorités. Il ne faut pas que le handicap soit à part, si je puis me permettre, même si cette journée est fondamentale et c'est crucial qu'on y passe toute une journée. Mais il ne faut pas séparer les handicaps des autres diversités inclusives. Pour moi, c'est une hérésie, en fait, puisque je suis une transvalide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je le vis dans ma chair depuis 10 ans. Et une fois, j'ai l'air d'une valide, une fois, j'ai l'air d'une invalide. C'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, la société française... Je fais un documentaire en parallèle depuis 2 ans que j'arrive pas... Et après, je vais finir de parler de moi, mais c'est pour vous dire... Je suis en échec, par contre, sur mon documentaire, qui est un documentaire aussi sur le handicap, très particulier sur la sexualité. J'ai essuyé 3 producteurs, j'ai fait un crowdfunding, la société civile a répondu, elle m'a donné de l'argent pour commencer à tourner, et maintenant ce film est à quai. Je cherche une productrice courageuse, qui a le compte automatique, hein, l'univers si tu m'écoutes, pour finir. Et j'ai rencontré des gens de l'APF, de l'association France Handicap, sur lesquels aussi le cinéma peut s'appuyer. Ils veulent absolument qu'on fasse des films.
Et ils sont là pour nous aider à aller les voir. Et ce qu'ils disent de très intéressant pour tous les gens qui veulent être acteurs, scénaristes, comédiens, quel que soit votre handicap mental, physique, ou les deux, ou les trois, quel que soit votre âge, quelle que soit votre identité sexuelle, en tant que Français et que Française, j'ai un truc à vous dire. Une des ex-présidentes de l'association France Handicap m'a dit en entretien, en interview de documentaire, ce que les gens ne comprennent pas en France, c'est que nous, la seule chose qu'on demande, nous les handicapés, c'est le droit à l'accessibilité. Et le logo, on parle toujours du transport, mais en fait, c'est l'accessibilité à être heureux, avoir l'accessibilité au travail, au transport, à la famille, à la parentalité, aux métiers artistiques, évidemment, aux salaires qui sont liés à nos métiers et pas du sous-salarial, et à la sexualité. Okay. Merci beaucoup. On va prendre donc continuons à être ensemble. Merci de passer aussi le micro à d'autres. Je pourrais parler aussi, s'il vous plaît. Une toute dernière question. Alors, une toute dernière question. Ensuite, on va couper les micros. Vous pourrez vous parler sans aucun problème. Et il y a le forum à 16h. Donc on peut prendre encore une question. Je suis désolée. Je peux vous parler ? J'ai le droit de parler ou pas, en fait ? Alors, bien sûr, vous avez le droit de vous estimez que vous n'avez pas parlé depuis le début ? Non, en fait, j'ai pas parlé. Donc, en fait, déjà, je dis merci à Anne-Sophie, parce qu'en fait, c'est la seule réalisatrice qui prend des personnes handicapées pour faire des rôles de valides. Et c'est pas la seule. Il y a aussi Arnaud Despalières, où j'ai été Kenavo dans le film avec Marina Foïs, Josiane Balasco, Carole Bouquet. Et le problème, c'est ça, le problème, c'est dès qu'il y a une personne handicapée, qui est une femme handicapée, là, il n'y a personne qui écoute, en fait. C'est ça le problème de l'invisibilité, c'est toujours pareil. On est infantilisé, on est invisibilisé, c'est toujours pareil. Quand on a quelque chose de profond à dire, on coupe la parole, on ne donne pas la parole aux gens concernés. C'est toujours la même chose. Et moi, j'en ai assez, j'en ai marre de me faire humilier, insulter, tout ça. J'ai 42 films, j'ai 16 ans de carrière, j'ai tourné avec les plus grands noms du cinéma. Aujourd'hui, je dois encore me battre comme si j'étais une débutante. Il n'y a que Anne-Sophie, il n'y a que Arnaud Despalières, des grands cinéastes qui croient en moi. J'ai fait une tribune avec le syndicat, j'ai que 240 signatures. C'était pour tout le monde, pour qu'on soit à 240 heures, parce que c'est trop l'intermittence du spectacle. On ne peut pas à 560 heures. Il y a des gens, ils ne nous prennent pas du tout. Je veux dire, il y a un problème fondamental. Il y a un problème de dialectique entre la réalité et le cinéma. La réalité ne prend pas en compte les gens handicapés, parce que dans le cinéma, on ne prend pas en compte les gens handicapés, à part des grands cinéastes comme Anne-Sophie qui méritent des Césars. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est comme un serpent. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et j'entends qu'il y a beaucoup de gens comme vous, comme Julien, comme Audience, qui veulent pousser des portes pour que les choses évoluent, et qu'on va se battre ensemble pour que les choses évoluent. Et bien évidemment qu'il n'est pas normal que les choses soient tellement plus difficiles pour des comédiens, comédiennes en situation de handicap. Et encore une fois, moi je veux aussi porter ce message positif, qui est que je crois que la prise de conscience au moins est là. Je crois quand même qu'on peut constater, en effet, c'est pas pour rien qu'ils sont là, ces trois-là, parce qu'ils font bouger les lignes. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et écoutez, donc on va encore une question, et après on... Bonjour, je m'appelle Rodolphe, je suis comédien, je suis sourd, je suis trésorier de la SBH. Et je fais aussi d'autres associations, AFA, pour la Fédération des sourds. Je suis désolé pour les sourds, je ne signe pas. Moi, je suis comédien depuis 15 ans et je me bats. Mais en fait, je voudrais bien féliciter pour le film Mon semblable. C'est un film qui me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. Je suis sûr et j'espère qu'il y aura des Césars, des Oscars. Et c'est un film très bien joint, très bien réalisé, très bien écrit. Les acteurs, j'ai rien à dire. C'est un genre de film qui peut sensibiliser aux gens, faire d'autres belles histoires, des histoires d'amour, des histoires de... Enfin, plein de trucs.
Moi, ça fait 15 ans que je me bats. Et les directeurs de casting, ils me connaissent. Ça fait 15 ans que... En fait, je ne suis pas handicapé, je ne suis pas sûr, je suis comédien avant tout. Ce que je veux, c'est avoir des rôles. Et souvent, on me dit, ouais, vous êtes sûrement entendant, on ne peut pas vous prendre. Ah oui, vous êtes trop âgé, etc. etc. Mais ce n'est pas les rôles handicapés qui m'intéressent, c'est des rôles normaux, des rôles comme je suis, quoi. C'est pour ça que j'étais parti de l'association SBCH, AFA et la fédération, tout ça, pour que les handicapés soient reconnus comme les entendants, enfin comme tout le monde, et pas jugés physiquement. Ah, vous êtes sourd, ah, vous êtes paralysé, ah, vous êtes... Par exemple, l'acteur de Mon semblable, c'est un acteur qui m'a touché, que j'ai félicité. C'est un film qui mérite d'être reconnu publiquement. Et j'espère qu'il y aura d'autres films comme ça. Voilà. Donc j'espère que l'handicap et la diversité soient un peu plus élargis dans le cinéma français. Parce que le cinéma français sera un peu enfermé. Donc il faut avoir l'esprit un peu ouvert. Donc ça fait 15 ans que je me bats. Actuellement, je fais une dépression artistique parce qu'il y a un moment où je reprends tout ça. Mais il y a de plus en plus de comédiens handicapés qui ont un talent fou, qui ont beaucoup d'émotions. Pourquoi pas chercher ces gens-là? Toujours prendre les mêmes acteurs. Mais il y a plein d'acteurs qui sont en chômage, des acteurs qui ont une présence. On me dit souvent, j'ai pas une présence, j'ai une gueule, j'ai un physique. Mais faites-moi travailler. Ah non. Hein? Tant qu'on me met toujours à la figuration. Ben, je ne suis pas figurant, je suis comédien avant tout. Wow. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous propose, on va arrêter là. Je sais, excusez-moi, madame, ça fait longtemps que vous vouliez poser des questions. Moi, il se trouve que j'ai une contrainte très importante. Je dois partir. Ça ne vous empêche pas de continuer à discuter. Il n'y avait pas forcément besoin de micro pour ça, pour poser des questions à nos intervenants. Et il y a le forum à 16h, encore une fois, où vous pourrez profiter aussi pour pouvoir échanger. Merci beaucoup.